Bonjour à tous et bienvenue sur Awkward Talk. Je me suis dit que pour une seconde vidéo, ce serait plutôt pas mal de commencer avec un sujet plutôt général qui pourrait aider le plus de monde. Je me suis dit que maintenant que ça fait pas mal de temps que je suis des thérapies, j'aimerais bien commencer avec des conseils en fait pour avoir cette impression en fait d'avancer et un peu les rentabiliser. Je n'aime pas trop le mot rentabiliser quand il s'agit de thérapie, mais je me dis aussi que quand on n'a pas beaucoup les moyens, on a un peu cette impression de perdre d'argent et en fait qu'on blablate pendant une heure et qu'on n'avance pas beaucoup. Ouais. Désolée pour le moucheron. Je vais vous donner des conseils plutôt directs et faire une vidéo assez courte pour que ce soit plus facile à retenir. Selon moi, je trouve que la première erreur que les gens font quand ils commencent une thérapie, parce que très souvent c'est vu comme un luxe, hein, on va pas se mentir, surtout qu'on vit dans une société où en fait on est un peu faible si on a des problèmes psychologiques ou si ça va pas trop bien mentalement dans notre vie. C'est de tomber sur un mauvais psychologue ou thérapeute et en fait de s'arrêter là parce que l'expérience a été traumatisante ou c'est juste que ça vous a mis dans une situation d'inconfort que vous aimiez pas trop. Parce que forcément on est obligé d'être un peu vulnérable en thérapie, quoi. C'est un peu la base. Ce que je vous conseillerais, c'est vraiment d'être déjà de commencer avant de recruter un psychologue, de recruter plutôt de trouver un psychologue, ça fait bizarre, c'est comme s'il travaillait pour vous. Bon, tactiquement oui, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Euh, je pense que la chose à faire, c'est vraiment de commencer la thérapie en amont pour que vous sachiez très clairement en fait quel type de caractère vous recherchez, si vous avez des préférences avec un homme ou une femme, et ce genre de choses. J'ai l'impression que ça se catégorise en deux types majeurs, à savoir les thérapies plutôt concrètes et les thérapies assez abstraites. Les thérapies abstraites, je dirais que c'est vraiment toutes les thérapies où vous allez beaucoup parler et que en fait votre psychologue va pas beaucoup intervenir, vous donnez quelques questions comme ça pour vous mettre sur une voie de réflexion assez intéressante. Euh, mais voilà, c'est dans celle-là que je catégoriserais la psychanalyse par exemple. Cette façon de faire, je la recommanderais vraiment à des gens en fait qui n'ont pas du tout l'habitude d'être dans l'introspection avec eux-mêmes, qui ne parlent pas du tout de leurs problèmes à leurs amis ou à leurs proches, qui du coup sont très facilement dans le déni ou minimisent en fait un peu leur souffrance. En général, l'un des bienfaits en fait de cette thérapie, ça va être que le fait de vous forcer à parler à voix haute de problèmes, ça va les rendre beaucoup plus concrets et les amener en fait beaucoup plus dans votre partie consciente de votre cerveau. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple pour trouver naturellement en fait des solutions ou en fait pour arriver en fait à une analyse qui en fait va partir de vous. La solution, c'est vraiment vous qui allez la trouver, c'est pas du tout la thérapeute euh, qui va le faire à votre place en fait. Le but, c'est vraiment de parler jusqu'à ce que tout d'un coup, vous ayez pas un déclic, mais au moins une façon de voir en fait les choses c'est un peu différente. En fait, c'est un peu comme un brainstorming quelque part, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de répondants de l'autre côté, mais ça va beaucoup aider les gens comme ça, qui sont très fermés en fait. Les thérapies concrètes, c'est vraiment celles qui sont beaucoup plus précises, en fait, qui vont s'attaquer à des points en fait, de trauma ou des parties en fait de ce qui vous dérange, beaucoup plus, j'ai envie de dire précises, mais beaucoup plus spécifiques en fait. Et Et c'est des gens, en fait, je sais que moi j'ai beaucoup cherché ça après que avoir en fait eu beaucoup de psychologues qui me faisaient parler et en fait j'avais vraiment l'impression de recracher des choses que je savais déjà pendant plus d'une heure et pendant plusieurs séances surtout. Parce que bah euh, moi, en fait, quand j'ai commencé à aller vraiment mal, j'y pensais non-stop, en fait, pas à mes problèmes, mais en fait, ce mal-être était là non-stop, et du coup, je suis vraiment du genre à être beaucoup dans l'introspection, à vouloir savoir pourquoi je me sens de telle manière. J'ai toujours été curieuse là-dessus, et du coup,
le fait, je vais vraiment faire beaucoup de recherches naturellement pour voir comment font les gens qui sont dans ma situation, ou si ça correspond à quelque chose de normal, comment trouver des solutions en fait. Et dans ces cas-là, vous allez avoir un psychologue en face de vous, ou un psychiatre, qui est beaucoup plus actif. Ça va être beaucoup plus sous forme de conversation en fait, vos séances. Et ça va être vraiment quelqu'un qui va vous donner, qui va vous poser des questions qui vont vraiment presque vous mettre mal à l'aise, mais qui vont vraiment vous pousser dans vos derniers retranchements, qui va vous proposer certaines tactiques. En fait, je savais par exemple que moi j'ai beaucoup souffert d'anxiété pendant longtemps. Du coup, c'était souvent mes psychologues en fait qui me donnaient des méthodes en fait de relaxation physique, parce qu'il y avait un moment où il fallait d'abord que je me calme physiquement avant de pouvoir être en état d'attaquer en fait. Ça vous donne vraiment beaucoup la sensation de faire des découvertes à chaque séance. Mais par contre, c'est pas forcément ce que je conseillerais à quelqu'un qui n'est pas habitué en fait aux thérapies, parce que ça demande beaucoup de recul en fait sur soi-même. Et voilà. Après, ça évidemment, chacun sait au fond ce qui lui correspond, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez important. Bon, évidemment, cette classification concrète, abstraite, c'est pas du tout officiel, hein, c'est ma façon un petit peu en fait, de changer l'angle de ce que j'ai pu voir en tant que patiente. Mais voilà, ça peut aider en fait de vous renseigner un petit peu. Et au fait aussi, oser demander à la personne que vous voulez aller voir de quel type, en fait, quelle méthode elle suit, à quelle école psychologique elle appartient. C'est important. Si jamais vous avez une mauvaise expérience, même si ça vous demande un peu de temps pour vous en remettre, le tout est vraiment de pas lâcher jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un, parce que finalement, certes, c'est un médecin, les psychiatres, la psychologue non, mais c'est quand même des gens à qui vous allez parler de choses très personnelles, à qui vous allez parler sans doute de choses dont vous parlez pas forcément aux gens les plus proches de vous. Donc il faut qu'il y ait un peu... il y a quand même à prendre en compte un facteur aléatoire et qui repose beaucoup sur l'alchimie, un peu sur vos préférences personnelles en termes de personnalité en fait. Et ça, malheureusement, c'est pas forcément lié aux compétences, mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Dernier point sur ce thème-là, je dirais aussi que il faut quand même vous donner le temps à la thérapie d'agir, parce que c'est pas en fait comme un médecin traitant où vous allez en une séance, vous payez 25 € et vous repartez en fait avec une ordonnance et des médicaments qui vont agir directement. En général, on a souvent cette impression qu'on perd du temps en thérapie parce que en fait, on ne sent pas les changements arriver. C'est très très subtil, et c'est seulement une fois que vous avez passé une étape que vous vous rendez compte des progrès que vous faites en fait. Et tant que vous n'y êtes pas confronté, surtout si vous vivez seul, parce que là vous n'avez pas de proches en fait pour vous faire de réflexion au quotidien, moi je dirais que en dessous 6 séances, en fait, c'est un peu inutile, vous n'avez pas vraiment donné la chance à la thérapie. Alors évidemment, il y a quand même des cas où vous allez interrompre, on va dire, le traitement plus facilement, si jamais il y a vraiment des problèmes en fait d'entente, ou si vous sentez que ça ne vous correspond pas, tout simplement. Voilà. Il faut vraiment vous écouter et voilà, savoir prendre un peu de recul là-dessus. Le deuxième conseil que j'aimerais donner aussi, c'est d'avoir un réel objectif en fait quand vous allez en thérapie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en fait se rendent compte qu'ils vont pas très bien psychologiquement, qui font la démarche en fait d'aller voir un psychologue, et qui ne voient pas vraiment où ça mène en fait. Et enfin vraiment, selon mon expérience personnelle, euh, c'est un peu difficile de savoir pourquoi on y retourne semaine après semaine ou mois après mois, quand vous n'avez pas vraiment un objectif concret, un but sur lequel vous voulez vraiment travailler. Et du coup, ça peut un peu donner cette impression que finalement, vous parlez en fait à chaque fois, en fait, mis à part la première séance où la personne va vous demander pourquoi vous recherchez une aide psychologique,
Les séances suivantes, ça va vraiment être... toutes les séances vont commencer par alors, comment s'est passé votre semaine ou votre mois en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé entre maintenant et la dernière fois où on s'est vu. Et du coup, ça peut être un peu... vous parlez en fait d'un thème différent à chaque fois et du coup, ça redonne en fait cette impression de pas avancer et c'est assez perturbant. Et du coup, c'est aussi à vous de mener la conversation de manière à ce que vous la reliez ou que votre psychologue en fait vous explique en quoi les deux thèmes ont un lien en fait. Parce que parfois, par exemple, c'est mon cas, je vais avoir un objectif très général qui est en fait de me sortir de la dépression et surtout éviter de faire des rechutes. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de sous-thèmes sur lesquels je vais devoir travailler et du coup il faut que je sois vraiment patiente en me disant bon là j'ai l'impression de parler d'un point qui est très très spécifique et pas du tout général et qui ne donne pas l'impression d'être réellement corrélé au but final. Mais finalement en fait ça va être des moyens détournés d'arriver justement à ce but final. Donc si vous avez cette impression de perdre un peu le fil, n'hésitez pas en fait à en parler directement à votre psychologue. D'oser lui dire en fait ce que vous attendez, comme dans votre thérapie, et en termes de comportement aussi, parce que je sais que moi ça a mis quand même bien 10 séances avant que ma psychologue, en fait, que je trouve que ma psychologue s'adapte à moi. Elle essayait plein de méthodes différentes avant de vraiment trouver ce qui me convenait le mieux. Donc, disons que le conseil général, c'est vraiment de ne pas être passif pendant ces séances et un peu de se laisser bercer par les questions que vous pose votre psychologue et s'arrêter là en fait. Le troisième conseil que je donnerais pour optimiser votre thérapie, c'est vraiment de suivre vos progrès et surtout de vous récompenser quand vous vous en rendez compte. Parce que comme je l'ai dit juste avant, c'est très facile en fait de pas se rendre compte du tout de l'évolution psychique et dans votre comportement qui est lié en fait à votre thérapie. Donc il y a des gens qui vont beaucoup aimer en fait écrire dans un journal en fait comment ils se sentent au quotidien, quels étaient les éléments et les événements surtout où ils ont noté en fait un comportement ou une réponse de leur part qui a été différente, qui a évolué. Et du coup, ils font vraiment cet effort conscient chaque jour ou chaque semaine de noter ce qui a changé ou en tout cas ce qui les a marqués. Donc évidemment, on va pas le voir tout de suite dès la première semaine, mais au fur et à mesure, quand vous relisez en fait les paragraphes que vous avez écrits, vous vous rendez compte en fait qu'il y a une évolution dans votre façon même d'écrire, votre état d'esprit, ce genre de choses. Personnellement, moi je trouve que c'est un petit peu en fait, je passe déjà toute la journée avec mes pensées un peu négatives. Donc si en plus, en fait, je trouve que pour moi, l'écriture, elle va pas avoir le même impact là-dessus. Par contre, euh, dans mon cas, et peut-être dans le vôtre aussi, je vis avec quelqu'un, donc que ce soit un membre de votre famille à qui vous faites vraiment confiance ou votre partenaire de vie, tout simplement. Ça va être de vraiment discuter de ce que vous avez expérimenter dans la journée en termes psychologiques. C'est-à-dire que ah, cette situation d'habitude elle me fait vraiment réagir au quart de tour, et ben là j'ai pu prendre un peu de recul et ça m'a pas impacté autant qu'avant, je me suis sentie un peu moins en colère que d'habitude, ce genre de choses. Et très souvent, en fait, le fait d'avoir quelqu'un que vous aimez et en qui vous avez confiance, vous allez surtout avoir des réponses, ou alors que cette personne vous montre à quel point vous avez évolué sur un point sur lequel vous vous en rendez absolument pas compte. Euh, donc ça va être deux méthodes. Je trouve que les discussions et l'écriture, c'est vraiment le plus important. Après, je pense que le but, c'est quand même que vous trouviez une tactique qui vous corresponde le mieux, comme d'habitude en fait. Et enfin, une fois que vous avez remarqué en fait ces petits progrès, et ça peut être minuscule, hein. Moi par exemple, c'est vraiment, au départ c'était vraiment sortir de mon lit pour autre chose qu'aller aux toilettes et aller manger. Au départ c'était vraiment ça. Euh, C'était la gestion aussi des idées noires quand j'étais avec mon copain pour faire en sorte de pas trop de pas trop l'affecter dans ces moments-là, parce que très souvent quand vous êtes mal, c'est si vous faites pas attention à votre comportement, vous pouvez
vraiment être très désagréable et irritable avec les gens qui vous entourent, alors que en fait c'est juste votre mal-être qui a besoin de sortir et d'être extériorisé, mais en fait c'est pas vraiment juste pour les gens qui n'ont rien fait finalement, parce que c'est pas eux le problème, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Maintenant, par exemple, pour vous donner une idée, pendant un petit moment, j'arrivais pas du tout à aller à Paris parce que forcément, quand le quotidien est vraiment difficile, prendre les transports en commun et en fait aller dans une ville où il y a beaucoup en fait de gens qui vous bousculent. Enfin, j'ai pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi aller à Paris est pas forcément la chose la plus évidente quand on est en dépression. Et même en dehors de la dépression, vous direz certaines personnes. Et ben, en fait, il faut vraiment le noter et que ce soit vraiment très conscient dans votre esprit. Alors, même si vous voulez, si vous réagissez bien à cette façon de faire, vous trouvez une petite récompense en fait à chaque fois que vous avez franchi certaines étapes comme ça. Moi, je sais que j'en ai pas forcément besoin, mais juste de le savoir, en fait, ça me rend forcément plus heureuse et ça me donne l'impression que je suis pas coincée dans le même cercle vicieux en permanence. Le quatrième conseil va vraiment être l'un des plus importants. Et la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas mis au tout début de la vidéo, c'est parce que je trouvais que ce serait plus intéressant que de vous en parler avec un peu plus de contexte. Être patient est fondamental en fait quand vous faites une thérapie, parce que comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, les progrès ne sont pas concrets, c'est pas comme si vous aviez une plaie sur votre jambe qui guérissait et que vous la voyez cicatriser. C'est très difficile en fait, il faut être très attentif pour voir les différences entre le vous d'avant et le vous que vous êtes en train de devenir. Et en fait, il faut vraiment cultiver cette attitude pour déjà changer votre état d'esprit au quotidien, pour vous rendre la vie plus facile, parce que sinon vous allez être toujours dans un état où vous avez l'impression de pas avancer encore une fois. Et surtout, ça va vous donner une excuse d'avoir des... En fait, de vous critiquer vous-même. Apprendre que entre deux sessions de thérapie, si ça va vraiment mal, il y a, parfois, en fait, il y a juste rien à faire. Et certes, vous allez avoir certaines tactiques, comme, je sais pas, des exercices de respiration, on va dire, des cercles de pensée à adopter, peu importe en fait ce qui va être efficace selon vos problèmes. Mais, euh, mais parfois, en fait, il faut juste en fait, savoir lâcher prise sur le fait que ça va mal et qu'en fait, ça va finir par passer, que vous n'avez rien d'autre à faire qu'attendre. Et je sais que pour certaines personnalités, comme moi justement, c'est insupportable d'accepter ça. Se dire que vous êtes mal et que vous ne pouvez absolument rien faire, mais que au final, c'est pas grave. et, euh, et en fait, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce qu'évidemment, quand vous êtes mal, vous allez avoir tendance à tout faire pour éviter d'être dans cet état-là. Donc, il y a plein de mécanismes de fuite, comme les addictions, par exemple. Plus vous allez être patient, plus vous allez avancer vite dans vos thérapies. Le cinquième conseil, ça va pas être quelque chose à appliquer tout de suite. Ça va être plutôt quand vous avez trouvé quelqu'un en fait pour vous suivre, qu'il vous correspond bien, et en fait vous avez passé en fait la première phase de la thérapie où vous apprenez un peu à vous connaître et que vous arrivez un peu au fond du problème à un moment donné. Où vous travaillez vraiment en profondeur. La thérapie, c'est un peu comme un régime. La première phase, ça va vraiment être de travailler en fait sur les bons réflexes à avoir pour prendre soin de sa santé mentale. Et juste après, quand vous allez arriver à un plateau, en fait, où vous avez l'impression que vous n'avancez plus aussi vite qu'avant et que vous vous enfoncez du coup un petit peu dans un quotidien très répétitif. Quand vous arrivez à ce plateau, ça va être très important de savoir en fait, de connaître en fait vos limites et d'essayer de les dépasser petit à petit. Donc ça peut prendre énormément de formes différentes.
mais ça pourrait être juste faire une activité que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça pourrait être avoir un comportement avec des gens qui vous énervent, qui en fait s'accorde plus à vos valeurs et à la personne que vous avez envie de devenir, à savoir par exemple quelqu'un de moins colérique ou de moins susceptible, ce genre de choses. Ça peut être le fait d'être, j'en sais rien, plus dans l'empathie avec les gens, pour, euh, pour être moins dans le jugement et moins dans la comparaison entre vous et les autres. J'en sais rien, en fait, ça peut être tellement de choses à la fois. Je sais que pour les gens comme moi qui sont en dépression sévère, les premières choses, ça va être de reprendre en main son quotidien et en fait son hygiène de vie. Donc, que ce soit reprendre, je sais pas, de se laver régulièrement, de manger mieux, de sortir plus souvent, de refaire du sport, ce genre de choses, de se coucher un peu plus tôt, ce genre d'habitude en fait, ça va être assez essentiel. Et après, ça va être des efforts qui vont être liés en fait à la cause de votre dépression, s'il y en a une. Donc voilà, vraiment essayer de vous challenger de temps en temps, quand vous vous sentez prêt surtout. Je pense que il y a beaucoup de gens qui vont se demander, mais comme on se sent prêt, en fait la réponse elle est ultra cliché, mais si vous avez fait le bon travail en début de thérapie, en fait vous allez le savoir intuitivement. Et un exemple de pouvoir le savoir, ça va être de se questionner. Si je sors me promener 10 minutes demain, qu'est-ce que ça génère en fait chez vous comme réaction? Donc si ça vous fait faire une crise de panique, évidemment ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Mais par contre, si vous vous dites je commence à avoir de l'excitation ou même juste avoir de l'hésitation alors qu'avant c'était un non catégorique, donc en fait, peut-être que cette hésitation va vous en fait donner l'impression que vous n'êtes pas tout à fait prêt, mais ça va vous donner quand même une façon de mesurer aussi vos progrès. J'ai oublié de le dire, mais une façon plus, on va dire très concrète de faire ça, de pousser un petit peu ses limites petit à petit, ça va vraiment aussi être en fait de fonctionner sous le principe en fait de la récompense ou du compromis. C'est-à-dire que pour reprendre le fait de sortir en fait et de voir du monde, bah, ça va être de choisir que ce soit vous qui choisissez l'endroit où vous allez rencontrer des amis, au lieu en fait d'aller peut-être dans votre bar habituel, mais qui est, je sais pas, à une demi-heure de chez vous et bondé de monde. Et enfin, le dernier conseil que je vais vous donner, ça va être le plus compliqué. Ça va être d'apprécier l'inconfort. Ce que j'ai remarqué en fait dans les thérapies qui sont un peu longues, comme la mienne, c'est que quand on touche en thérapie quelque chose en fait de très douloureux, vous allez souvent aller très très mal avant d'aller mieux. Et, euh, et encore une fois, c'est très contre-intuitif, c'est très paradoxal. Vous avez vraiment l'impression de régresser et de retourner en arrière. Mais en fait, c'est que quand vous ramenez un trauma dans la partie consciente de votre cerveau, ça veut dire aussi que vous n'êtes plus en déni. Donc c'est la première en fait étape pour commencer en fait à un peu dénouer le problème que ça vous cause au quotidien. Mais ça veut aussi dire que vous n'êtes plus dans l'ignorance. Et en fait, il y a une expression en fait qui est très vraie, euh, c'est le principe en fait de l'imbécile heureux. En fait, c'est moins on en sait, plus on est content. Et ça se manifeste très fortement en thérapie, je trouve. C'est plus facile en fait de se dire quand vous allez vraiment très mal et que vous aviez surtout l'impression avant en fait d'aller mieux, c'est de vous dire que ah si je vais mal, ça veut dire que j'avance, ça veut dire que je vais aller mieux après, beaucoup mieux après, que vous allez vraiment passer une étape justement, que vous allez sortir de ce plateau-là. Du coup, le but, c'est quand même pas non plus d'être maso, de se dire ah ouais, j'ai vraiment envie de me suicider aujourd'hui, c'est vraiment trop bien. Euh, c'est pas du tout ça. C'est de se dire que qu'en fait, plus les efforts vont être difficiles, plus le résultat à la fin va être appréciable. Si vous venez juste de commencer une thérapie et que en fait de penser que chaque victoire en fait va se traduire aussi par des grosses crises d'angoisse ou en fait de replonger un petit peu au fond, il faut pas non plus que vous soyez, on va dire que ça vous empêche ou que ce soit une raison pour vous en fait de pas chercher de l'aide dans ce domaine.
Tout simplement parce que, par exemple, pour vous donner un exemple un peu plus concret, comme j'avais beaucoup de crises d'anxiété qui étaient liées en fait à, à des problèmes que j'avais, on va dire, qui étaient coincés encore dans l'inconscient. Ma psychologue a fait quelques séances en fait d'hypnose avec moi. Et au départ, c'était juste des exercices de relaxation, mais après, elle s'en est servie de temps en temps pour en fait me faire avancer sur des problématiques sur lesquelles je tournais un peu en rond en termes d'analyse. Et ça peut vous donner en fait cette impression, parce que vous êtes toujours conscient pendant l'hypnose, hein, c'est pas du tout comme vous voyez dans les films où quelqu'un vous contrôle et vous manipule. Vous pouvez toujours consciemment en fait sortir de cet état d'hypnose si vous en avez envie. Mais en fait, l'inconscient est très très bien fait. Et si jamais certains traumas en fait reviennent à la surface, ça veut dire que votre inconscient a surtout en fait considéré, surtout dans le cadre d'une thérapie, que votre conscient était prêt à affronter en fait la vérité ou certains traumas. Votre cerveau va vraiment jouer aussi là-dedans en votre faveur. S'il sent que vous êtes trop fragile psychologiquement, il va pas en fait vous submerger de souvenirs douloureux s'il sent que vous n'êtes pas prêt. Ça va être tout pour cette vidéo. J'ai essayé d'être la plus concise et on va dire la plus claire possible pour que ce soit facile à retenir encore une fois, mais si vous avez besoin de précision, ce genre de choses, vous pouvez, n'hésitez surtout pas en fait à me demander dans les commentaires. Ça me dérangera absolument pas d'y répondre. Si jamais vous avez réussi à tenir jusqu'à la fin, vous avez le droit à une petite gommette. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.